Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. C'est la saison au Parlement. Chaque automne, le Sénat examine le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et hier, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui était auditionnée par la Commission des Affaires sociales. Principale préoccupation des sénateurs, le fait que le trou de la Sécu va recommencer à se creuser avec ce budget 2020. C'est la conséquence des mesures pour répondre à la crise des gilets jaunes. Regardez, on a fait une infographie pour expliquer cela. Il y a des mesures comme l'annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites ou encore, vous le voyez, l'exonération des cotisations sociales de la prime exceptionnelle versée par les entreprises ou encore une autre mesure, la suppression des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Toutes ces mesures, elles creusent le déficit de la Sécu et les sénateurs reprochent au gouvernement de ne pas compenser ces dépenses. Très peu de nouvelles recettes dans ce PLFSS. Il n'y a que la hausse du prix du tabac et le déremboursement partiel de l'homéopathie. Direction la salle Clémenceau pour suivre cette audition préparée aujourd'hui par Louis Mollier-Sabé. Ce troisième PLFSS de la législature se propose donc de résoudre une équation impossible. Et là, je m'adresse au ministre des Finances plus qu'au ministre de la Santé, comme toujours d'ailleurs dans le cadre du PLFSS, celle qui consiste, Monsieur le ministre, à vouloir donner du pouvoir d'achat aux Français en baissant les recettes de la sécurité sociale sans toutefois réduire le niveau des dépenses tout en recherchant néanmoins l'équilibre des comptes publics. C'est la quadrature du cercle. Le résultat est connu, plus de 5 milliards d'euros de déficit pour une part imputable à l'absence de compensation à la sécurité sociale des mesures de pouvoir d'achat. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce vice de construction du PLFSS. Il a, à mon sens, 3 défauts majeurs. Il masque l'existence d'un autre déficit bien réel, celui-là qui pourrait s'aggraver avec la fragilité des hypothèses de recettes. Il n'est pas transparent, les déficits étant logés dans telle ou telle sphère des finances publiques au gré des convenances. Il affecte la confiance dans la pérennité du système qui sera pourtant décisive, en particulier pour la réforme des retraites qui s'annonce. Lorsque la confiance, Monsieur le ministre, n'est plus là, c'est le repli qui menace, la défense des particularismes et des intérêts catégoriels. C'est la crainte que je voudrais vous exprimer ce soir, avant de vous laisser la parole. Je passe maintenant la parole à Madame la Ministre, et puis après, vous, Monsieur Bissot. Je vais le faire. Non, c'est moi, ok, je démarre. Monsieur le Ministre, vous m'entendez, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, donc à mon tour de dire que je suis très heureuse de revenir devant vous pour ce troisième PLFSS en présence d'Olivier Dussopt pour vous présenter les grands axes et l'esprit général de ce PLFSS 2020. Olivier Dussopt l'évoquera, donc je ne m'y attarderai pas, mais j'aimerais dire un mot de la hausse du déficit de la sécurité sociale qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Cette hausse, vous le savez, est en premier chef imputable à la baisse des recettes, sous l'effet d'hypothèses économiques moins favorables que prévues, mais également de mesures de baisse de prélèvements obligatoires, baisse qui correspondait à une attente forte des Français et qui faisait partie intégrante du programme politique du Président de la République. Le PLFSS que nous présentons aujourd'hui est un PLFSS de responsabilité. Il répond à l'ambition que porte le gouvernement de couvrir mieux les risques d'aujourd'hui en tenant compte de leurs caractéristiques propres. En effet, de nouveaux risques exigent de nouvelles protections et de ce point de vue, la sécurité sociale poursuivra toujours, sans relâche, sa vocation de protéger les Français de la peur du lendemain. Ces risques, l'actualité nous le rappelle d'ailleurs brusquement, ce sont les risques technologiques, industriels, phytosanitaires et les risques de rupture dans la vie, on en parlera. À ce titre, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires illustre notre volonté de protéger tous ceux qui ont été exposés à ces substances dangereuses et en ont été affectés. Le groupe socialiste du Sénat était à l'origine de cette mesure et je pense que nous pouvons collectivement nous satisfaire qu'elle se concrétise aujourd'hui. Ce sont aussi des risques liés aux évolutions démographiques qu'il est impératif de regarder en face.
Le PLFSS engage ainsi le premier volet de la réforme du grand âge et de la perte d'autonomie, en attendant une loi de grande envergure, une loi fondatrice, qui permettra à la France de relever un défi immense, celui du vieillissement de la population. La société française de 2050, dans laquelle près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans, et dans laquelle le nombre d'aînés en perte d'autonomie aura presque doublé, cette société doit se construire aujourd'hui. Ce PLFSS pose donc la première pierre de notre réforme avec le congé proche aidant qui permettra d'indemniser pour une durée de 3 mois toutes celles et tous ceux qui, à un moment donné, doivent aider un proche malade ou en perte d'autonomie. Je sais le groupe Union centriste particulièrement sensible à cette mesure et je veux une fois encore saluer le travail qui avait été conduit par votre commission sur ce sujet des proches aidants. S'adapter aux nouveaux risques et tenir compte de ce qu'ils sont aujourd'hui et de ce qu'ils seront demain, c'est ce que chacun attend d'un État social moderne, capable d'intégrer des parcours de vie et des trajectoires individuelles moins linéaires que par le passé. Cette protection sociale du XXIe siècle est une protection sociale qui connaît les vertus de la prévention et qui développe l'approche préventive à l'ensemble des risques, bien au-delà de la seule prévention en santé. Prévenir les risques sociaux, par exemple, c'est agir en amont des difficultés et c'est éviter des courants défavorables dans lesquels la vie nous entraîne. Je pense aussi aux familles monoparentales et au scandale des pensions alimentaires non versées. Il était temps d'en finir avec un système qui faisait de la négligence des uns la détresse des autres. La vie des parents isolés est suffisamment difficile. Une pension alimentaire qui n'est pas versée, c'est un caddie qu'on ne peut pas remplir, c'est des loisirs auxquels on doit renoncer, et c'est toujours un pas de plus vers la pauvreté. C'est cette conviction qui nous a guidés depuis le premier jour dans la mise en place d'une garantie de versement des pensions alimentaires, appelée de ses vœux par le président de la République à la suite du grand débat national. Et avec Christelle Dubos, je veux pouvoir dire à quel point nous sommes fiers d'avoir créé un dispositif qui sécurise efficacement les familles monoparentales. Prévenir l'apparition des risques sociaux, c'est aussi évidemment démultiplier nos efforts auprès des plus fragiles. Et je pense ici aux enfants entrant à l'aide sociale à l'enfance. Et avec Adrien Taquet, nous allons systématiser un bilan de santé et, si besoin, l'orientation de ces enfants dans un parcours de soins. Je le disais il y a un instant, notre protection sociale doit aussi s'attacher toujours plus aux individus, au parcours et aux transitions. Dire cela, ce n'est pas moderniser un discours, c'est moderniser un système dont la complexité ne doit plus être subie par nos concitoyens. Et les ruptures de droit, nous le savons, sont un fléau qui est la conséquence directe de cette complexité. Simplifier le système, c'est ce que nous avons voulu faire en procédant au versement en temps réel des crédits d'impôt et des aides sociales dans le cadre de l'emploi à domicile, notamment pour les personnes dépendantes, de façon à ce que l'assuré ne paye plus que son reste à charge et n'ait plus d'avance de trésorerie à faire. Un autre exemple de cette simplification, c'est de rendre moins contraignante l'obligation en matière de certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs. Nous portons aussi une autre mesure de simplification qui vise à mieux articuler les aides sociales vers le passage vers la retraite, par exemple. Et c'est donc l'automatisation de la bascule du RSA ou de l'AH vers les droits à la retraite. Nous tenons compte, parce que c'est indispensable, des parcours de soins aussi en sortie d'un traitement du cancer, parcours de soins adaptés à chacun et pris en charge par l'assurance maladie, qu'il s'agisse de diététique, d'aide psychologique ou encore d'activité physique adaptée. Nous regardons aussi en face les inégalités territoriales, avec la mise en place d'un nouveau droit pour les femmes enceintes habitant loin d'une maternité, incluant le transport et l'hébergement en amont de l'accouchement. Ces inégalités territoriales, qui ont très largement inspiré la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé, nous ne les esquivons pas dans ce PLFSS.
Notre ambition, c'est d'aller vers les populations fragiles et de ne laisser personne de côté. C'est le sens de la réforme du financement de la psychiatrie pour mieux répartir les ressources en fonction des besoins évalués au niveau du territoire. C'est le sens de la poursuite des mesures de lutte contre les déserts médicaux avec des contrats d'installation et des exonérations de cotisations pour les jeunes médecins. Et cet article permet ainsi de tenir l'engagement que j'avais pris devant vous lors des débats sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. C'est enfin, et je ne peux pas évidemment citer toutes les mesures, le financement et le déploiement des hôpitaux de proximité. Donc, mesdames et messieurs les sénateurs, ce PLFSS n'est pas seulement un acte de responsabilité budgétaire. En faire une lecture strictement comptable, c'est passer à côté de ce qu'il est vraiment. Et il est avant tout un instrument politique au service de la protection sociale. Et nous sommes en train de repenser la protection sociale dans son ensemble, dans sa méthode comme dans ses finalités, pour la rendre plus universelle, plus juste et plus efficace. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Quelques mots à mon tour pour, après la présentation des priorités du PLFSS que Agnès Buzyn vient de faire à l'instant, vous dire dans quel contexte budgétaire ce PLFSS s'inscrit, comment ce PLFSS s'articule avec la politique du gouvernement en matière de soutien au pouvoir d'achat et à la question des revenus, notamment des revenus du travail, et enfin, comment nous souhaitons mettre à profit ce texte de financement de la sécurité sociale pour procéder à un certain nombre de réformes ou de simplifications, tant au bénéfice des usagers que pour une meilleure efficacité de l'administration. Le PLFSS que nous vous proposons poursuit la maîtrise des comptes sociaux, tout en apportant des réponses à l'urgence économique et sociale exprimée par les Français. Et c'est la raison pour laquelle, en écho ou plutôt en complément aux différentes pistes, aux priorités qu'Agnès Buzyn a évoquées il y a un instant, je voudrais commencer par quelques chiffres pour expliquer ou plutôt présenter le PLFSS 2020, quelques chiffres qui sont aussi la preuve que le gouvernement a su prendre ses responsabilités et répondre à la colère et aux attentes fortes exprimées par les Français, à la fois à la fin de l'année dernière et plus particulièrement lors du grand débat national. Le solde de la sécurité sociale présenté dans ce PLFSS est négatif à hauteur de 5,1 milliards d'euros. Ces résultats sont plus dégradés qu'attendus et s'expliquent par deux éléments qu'Agnès Buzyn a d'ores et déjà évoqués. Des hypothèses macroéconomiques moins favorables pour au moins la moitié de ce chiffre. Et enfin, les réponses d'ampleur apportées à l'urgence économique et sociale par le gouvernement et sur lesquelles je reviendrai car le PLFSS pour 2020 poursuit ses mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français et de la rémunération du travail. Il faut aussi noter que la branche vieillesse redevient également déficitaire. Cela s'explique pour 2020 par deux facteurs principaux. Là aussi, des hypothèses macroéconomiques moins favorables, ce qui est logique et en écho au premier point. Et par ailleurs, la hausse des dépenses, à la fois liée à la revalorisation différenciée des prestations en 2020, qui n'était pas prévue dans le PLFSS 2009, en tout cas pas dans cet ordre, et à un nombre important de départs à la retraite. Le déficit de la sécurité sociale, annoncé à 5,1 milliards, doit être restitué dans le temps, puisque nous sommes aujourd'hui au même niveau qu'en 2017. Et cela ne signifie en rien que nous avons abandonné nos objectifs de finances publiques, bien au contraire. Nous poursuivons une politique budgétaire sérieuse et efficace depuis 2 ans pour soutenir la croissance et l'emploi. Et nous sommes parvenus, si l'on considère le champ de l'ensemble des administrations publiques, à la fois à maîtriser la dépense publique dans son ensemble, à hauteur de 40 milliards d'euros de dépenses évitées depuis 2017, à réduire les déficits de 20 milliards d'euros entre 2019 et 2020 pour atteindre en 2020 le déficit le plus bas depuis 2001. Nous sommes aussi parvenus à baisser le poids des prélèvements obligatoires en les diminuant de 30 milliards sur l'ensemble du quinquennat, dont 27 en faveur des ménages, et cela en stabilisant notre endettement, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. La sécurité sociale a largement participé à ce sérieux budgétaire et continuera à le faire dans ce PLFSS pour 2020. Ainsi, les dépenses de santé demeurent maîtrisées puisque l'ONDAM sera respecté en 2019 pour la 10e année consécutive et il sera, conformément à nos cibles pluriannuelles de la loi de programmation des finances publiques, fixé à 2,3 en 2020. C'est légèrement inférieur au taux fixé pour l'année 2019, à l'occasion des débats de l'année passée. Cela reste à un niveau particulièrement supérieur à la moyenne des 10 dernières années constatées. Les efforts seront demandés à tous, notamment aux entreprises, puisque dans le cadre de ce PLFSS et à la suite du PLFSS de 2018, la déduction forfaitaire spécifique, qui est un dispositif ancien et aux effets mal maîtrisés, puisqu'elle amplifie le gain des allègements généraux, fera l'objet d'un meilleur encadrement
avec un plafonnement de l'avantage à 130% des allègements généraux de droit commun, et cela contribuera au financement de mesures nouvelles en faveur du pouvoir d'achat. Cette maîtrise de nos comptes sociaux doit nous permettre de viser un retour à l'équilibre de la sécurité sociale d'ici 2023. Par ailleurs, la dette sociale sera apurée, comme prévu, d'ici 2024. Et il faut noter qu'en 2019, ce sont déjà les 2/3 de la dette sociale qui sont apurés, soit 171 milliards d'euros sur un total de 260 milliards. Je le disais, le PLFSS poursuit aussi ou s'inscrit en écho, en résonance avec la politique du gouvernement, qui consiste à redonner du pouvoir d'achat aux Français tout en valorisant le travail et en encourageant les initiatives. C'est ce qui nous a amené, notamment après le grand débat, à réindexer les pensions de moins de 2 000 euros par mois sur l'inflation pour 12 millions de retraités, c'est-à-dire 77% des retraités de notre pays. Ce qui démontre que nous avons su entendre les attentes des Français en matière de justice sociale et de protection des plus fragiles. En 2020, la prime exceptionnelle, entièrement désocialisée et défiscalisée, sera reconduite. En 2019, il faut avoir en tête que cette prime avait permis de distribuer 2,2 milliards d'euros de pouvoir d'achat à 5 millions de salariés qui avaient en moyenne reçu 400 euros de prime. Pour 2020, il faut le préciser aussi, son versement sera conditionné à la négociation ou la conclusion d'un accord d'intéressement dans l'entreprise, dont les conditions seront évidemment assouplies pour les TPE, car nous voulons encourager le partage de la valeur au sein de l'entreprise entre les travailleurs et les employeurs. Par ailleurs, comme nous l'avons annoncé lors du vote de la loi de transformation de la fonction publique, la prime de départ des fonctionnaires sera également défiscalisée et désocialisée dans le cadre de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans le secteur public pour encourager la mobilité et les parcours professionnels. Enfin, je terminerai par ce point, ce PLFSS nous permet de poursuivre un troisième objectif pour ce qui concerne en tout cas le ministère de l'Action des Comptes Publics, étant bien entendu que nous partageons l'intégralité des objectifs et des priorités affichés par Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités tout à l'heure. Il s'agit de poursuivre le mouvement de simplification de la vie des Français, de transformation ou de modernisation de l'action publique. Ainsi, dans ce PLFSS, nous proposons de mener à son terme l'unification du recouvrement social autour des URSSAF pour que notre action publique soit plus efficace, mais aussi pour que les entreprises n'aient plus qu'un seul interlocuteur pour leurs cotisations. Et ce chantier fait écho avec celui que nous conduisons dans le champ fiscal et qui sera discuté dans le cadre du PLF. Nous allons également, d'ici 2021, fusionner les déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants pour qu'ils puissent effectuer dans une seule formalité 3 déclarations qu'ils adressent aujourd'hui à des interlocuteurs différents et à des dates distinctes. Nous allons enfin faciliter l'accès aux droits et aux aides financières grâce à la contemporanéisation du crédit d'impôt et des aides financières pour les personnes dépendantes et les personnes handicapées, et ce, au travers d'une expérimentation dans les départements de Paris et du Nord. 1 100 000 personnes bénéficieront de cette mesure de simplification et de pouvoir d'achat pour l'accès à des services essentiels. Et bien évidemment, si cette expérimentation, et nous le souhaitons, est concluante, nous pourrons ensuite la généraliser. Vous voyez sur les 3 points, à la fois la volonté d'une loi de financement de la sécurité sociale qui soit sincère et tienne compte des engagements pris par le président de la République, à la fois lors de sa campagne et à l'issue du grand débat, sur la volonté d'articuler ce PLFSS avec les efforts du gouvernement pour revaloriser le pouvoir d'achat des Français et les revenus du travail, ainsi qu'en matière de simplification et de modernisation de l'action publique. Ce texte que nous vous présentons ce soir répond à ces 3 objectifs et sera l'occasion, je n'en doute pas, de débat sur chacun d'entre eux. Merci bien. Nous allons immédiatement passer la parole. Comme d'habitude, je vais donner la parole au rapporteur général. Comme il a des obligations, je vous laisserai lui répondre et il partira ensuite. Après, on prendra le président de l'AMEX, les rapporteurs et les collègues. Monsieur Van Orenberg, vous avez seul la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre compréhension. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu vos présentations respectives, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, Madame la Ministre, sur vos propositions concernant les nouvelles protections et qui, il faut le dire, rencontrent un large assentiment dans cette Assemblée. Mais je crois que mes collègues auront l'occasion de vous le dire, mais aussi de vous poser un certain nombre de questions et demandant un certain nombre de précisions. Je pense, puisque vous avez fait allusion en particulier à celle de mon groupe concernant les congés proches aidants, que Jocelyne Guidez aura l'occasion de revenir, puisqu'elle avait effectivement proposé une loi sur ce sujet, qui a été votée d'ailleurs par les 2 assemblées et qui a été soutenue par vous en partie, et donc je vous en remercie. Mes questions, elles s'adresseront plus particulièrement, évidemment en tant que rapporteur général, à M. Dussopt, sur les comptes de la sécurité sociale. Bon, vous l'avez rappelé,
ce PLFSS tourne délibérément, d'ailleurs, la page de ces dernières années, même si vous prétendez un peu le contraire, je dirais, puisque vous évoquez un équilibre en 2023, je le souhaite, hein, bien entendu, comme tout le monde, comme tout un chacun, mais je crois que c'était quand même un équilibre qui était programmé et qu'avec un peu d'effort de la part du gouvernement, on pouvait peut-être atteindre, ou tout au moins ne pas trop nous en éloigner. Puisque les déficits de plus de 5 milliards affichés à présent pour 2019 et 2020 posent crûment la question de l'extinction de la dette sociale, bien sûr, à l'échéance de 2024. Alors, j'ai bien entendu, Monsieur le Ministre, que vous prétendiez qu'elle sera apurée, dites-vous, en 2024. Certes, celle de la CADES, et nous venons d'auditionner, je viens d'auditionner avec mon collègue René-Paul Savary la CADES, l'hypothèse est loin d'être vraisemblable quand cela concerne la dette globale de la sécurité sociale. La CADES peut-être, mais que restera-t-il à l'ACOSS? Nous avons entendu, et vous avez entendu le président de la Cour des comptes, qui a évoqué une dette de 47 milliards à un horizon très proche. J'ai entendu tout à l'heure le chiffre de 50 milliards. 50 milliards, d'ailleurs, entre parenthèses, c'était exactement le chiffre qu'en 1996, l'État avait transféré, effectivement, ou la Sécurité sociale, plus exactement, avait transféré à la CADES. Donc, je dirais, en 30 ans, on sera revenu au point de départ. Paradoxal, peut-être allez-vous dire, enfin, curieux quand même, curieux concours de circonstances. Je crois qu'il me paraît indispensable que vous nous éclairiez sur la façon dont vous allez, effectivement, mais je crois qu'un certain nombre de collègues auront des questions à poser. Je pense notamment à mon ami Jean-Yves Cardou, qui, on le sait, est très attentif à tout ce qui concerne, effectivement, la dette. Ça montre aussi les limites des nouvelles relations financières que le gouvernement entend établir entre l'État et la sécurité sociale. La doctrine du chacun chez soi, tout le monde l'a bien entendu, exposée par vous, Monsieur le secrétaire d'État, mais aussi par Monsieur Darmanin. Elle est déjà contestable en période de vache grasse, mais alors effectivement qu'elle devient insupportable quand apparaissent les déficits. En effet, son application au travers de la non-compensation des mesures d'urgence économique et sociale n'améliore en rien les comptes publics dans leur ensemble, mais plombe ceux de la sécurité sociale sûrement. D'où cette question simple: le gouvernement persiste-t-il à vouloir faire financer par la sécurité sociale des mesures de pouvoir d'achat que nous ne contestons pas, mais qui n'ont rien à voir avec l'objet de la sécurité sociale, en rendant ainsi encore plus difficile l'objectif de remboursement de sa dette? J'ai une deuxième question qui concerne la prime exceptionnelle que le PLFSS propose par ailleurs de prolonger en 2020. Elle avait été instaurée, vous vous en souvenez, lors des mesures de la loi MUES, dans les mesures de la loi MUES. Elle est exonérée de toute cotisation et contribution sociale. Et on sait que si on prolonge un type de dispositif, ensuite on en est prisonnier. Alors je vous pose une question: est-ce que c'est la dernière année où on va exonérer, ou est-ce que vous pensez à un autre système? Parce que l'effet de substitution, il est effectivement présent dans la tête de tout le monde, qui peut exister entre une revalorisation du salaire et le paiement d'une prime, surtout quand elle est exonérée. Je crois que pour les entreprises, pour les employeurs, ils peuvent actuellement anticiper cette existence, et donc il me paraît, je ne conteste pas la finalité du dispositif, soyons clairs, donner du pouvoir d'achat aux salariés, mais que ça pénalise la sécurité sociale, c'est ça qui m'inquiète. Une troisième question, et ce sera ma dernière question: le PLFSS propose également d'adapter le calcul des allégements généraux au futur bonus-malus de l'assurance chômage. C'est un peu étonnant, car l'assurance chômage, à ce que je sais, n'est normalement pas incluse aujourd'hui dans le périmètre des LFSS. Pas pour le moment.
De plus, le dispositif innove en créant, dans certaines circonstances, des contributions négatives pour les employeurs, reportables sur d'autres salariés, donc, voire d'autres cotisations. Alors les employeurs seraient alors en quelque sorte payés pour assurer leurs employés. Ça paraît un peu un paradoxe sur lesquels, Monsieur le ministre, il me semble que nous avons besoin de vos explications, parce que ça me paraît peu compatible avec le dispositif lui-même et le concept lui-même d'assurance sociale. Voilà pour mes questions, Monsieur le Président. Merci. Je vous laisse répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, en quelques mots, parce que les 3 questions que vous avez posées sont des questions importantes et qui mériteraient, je crois, de longs développements. Sur, d'abord, la question du retour à l'équilibre pour 2023. C'est un objectif que nous poursuivons et que nous voulons tenir. Nous voulons le tenir car il nous semble de bonne politique de garantir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, et nous devons le tenir dans un contexte que vous connaissez parfaitement, celui de la loi organique qui définit comment fonctionne la CADES, notamment, celui du contexte macroéconomique et celui des mesures qui ont été prises par ailleurs. Nous souhaitons que d'ici 2023, la manière dont nous pourrons gérer, construire les lois de financement de la sécurité sociale permette de revenir à cet équilibre. Et nous ne souhaitons pas le faire, pour être tout à fait clair, en remettant en cause la date et l'échéance d'appurement de la dette de la CADES. Vous avez raison de préciser que lorsque je parlais d'appurement de la dette, je parlais de la CADES. Il y a à ce stade une dette de la sécurité sociale qui est gérée par l'ACOSS. À l'heure où nous parlons, elle est d'environ 23 milliards d'euros. Notre estimation est qu'en l'état, elle pourrait atteindre 40 milliards d'euros en 2022 et non pas les chiffres plus importants que vous avez cités et qui nous paraissent quelque peu alarmistes. Compte tenu des conditions de financement de l'ACOSS et notamment des taux qui sont particulièrement bas, il n'y a pas, à notre sens, de problème d'appurement de la dette à court terme et une remontée des taux est extrêmement peu probable, même à moyen terme, d'après l'ensemble des études dont nous disposons. Et donc nous sommes dans cette situation-là qui peut être une forme d'opportunité, même si nous savons que le débat autour des taux très bas, voire négatifs, peut être un débat dangereux en matière d'endettement global, mais qui en l'occurrence nous permettent de faire face aux besoins d'appurement de la dette de la COSS dans de bonnes conditions. Pas à cette hauteur. Ça nous paraît totalement gérable, je vous l'assure, Monsieur le rapporteur général. Le deuxième point que vous avez évoqué tient à la question des relations financières entre l'État et les collectivités et la sécurité sociale. C'est d'autres budgets que l'on peut voir par ailleurs. L'année passée, à l'occasion du débat ici même sur le PLFSS, nous avons échangé longuement sur ce sujet-là et le Sénat et le gouvernement avaient conclu leur discussion sur une forme de désaccord quant au principe de compensation ou de non-compensation d'un certain nombre de mesures. Nous avons souhaité, nous avons inscrit dans ce PLFSS la prise en charge par la sécurité sociale d'un certain nombre de mesures d'urgence économique et sociale, sur la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore un certain nombre de modifications autour du taux de CSG. Cela représente un montant qui, sur les années 2019 et 2020, est un montant relativement conséquent, sans commune mesure avec le montant pris en charge par l'État. Puisque lorsqu'on regarde le coût des mesures annoncées à l'issue du grand débat ou pour répondre à l'urgence économique et sociale, nous atteignons 17 milliards d'euros, dont 14 sont pris en charge directement par l'État. Nous pouvons, je crois, continuer à entretenir une forme de désaccord sur le principe même du chacun chez soi que vous avez rappelé tout à l'heure, mais il nous a paru à la fois logique, eu égard à l'objet des dépenses et à la situation comptable tant de l'État que de la sécurité sociale, de procéder ainsi à cette répartition et de souhaiter cet effort de la sécurité sociale. Je précise qu'en termes de dépenses publiques et d'objectifs de dépenses publiques, notamment d'objectifs et d'engagement de la France au niveau de l'Union européenne, la question ne se pose pas, que ce soit l'État ou la sécurité sociale, puisque tout cela est consolidé au sein du déficit public. Troisième question que vous avez évoquée, celle de la prime exceptionnelle et de sa pérennité. Je ne suis pas en état de vous répondre sur une pérennisation à moyen ou long terme de la prime exceptionnelle. Nous l'avons intégrée dans le PLFSS cette année, car cette prime a eu du succès, et nous avons considéré comme utile que les Français puissent continuer à en bénéficier. Nous ne partageons pas la crainte selon laquelle cette prime pourrait être préjudiciable à la sécurité sociale, car nous n'avons pas constaté d'effet d'évitement ou de transfert entre la masse salariale et la prime, et nous considérons même que les conditions dans lesquelles cette prime est versée font que cette prime est versée, alors que sinon elle ne l'aurait pas été, et qu'en cela, ça ne traduirait pas une perte
pour les comptes de la sécurité sociale. Enfin, vous avez évoqué la réforme de l'assurance chômage et la question du bonus-malus. C'est effectivement un outil incitatif très fort pour limiter le recours aux contrats courts et nous assumons cette volonté forte et cette mesure forte de la réforme de l'assurance chômage. Pour nous, il n'y a pas de financement des contributions des employeurs et de l'assurance sociale, mais seulement une répartition du coût des allègements généraux. Et c'est ce qui nous a amené à justifier et à intégrer les dispositions que vous avez citées. Merci. C'est bon? C'est la parole à mes amis et collègues. Bon. Monsieur Cardou a la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre. Ma question sera assez voisine de celle de Jean-Marie Van Lorenberg. J'avoue que je suis un peu confondu devant votre optimiste, Monsieur le Ministre, nous disant qu'il n'y a pas de problème en 2024, on aura amorti la dette sociale. Moi, je me souviens simplement de Monsieur Darmanin, ici, au mois de juillet, qu'on interrogeait sur deux questions fondamentales. Les compensations sur ce que vous avez appelé les mesures sociales issues de la crise des Gilets jaunes, 2,5 milliards. On n'a pas encore décidé, on verra, mais a priori, ça ne pose pas de problème. Et ensuite, comment, à l'époque, on parlait de 17 milliards de stock de dette dans la COST, comment ce déficit de la COST sera absorbé? Pas de problème, ce sera absorbé par la croissance, l'évolution de la masse salariale, on n'a aucun doute là-dessus. Résultat, vous l'avez dit vous-même, ces fameux paramètres de croissance et de masse salariale ont été très en deçà de vos prévisions, c'est-à-dire qu'il s'est ajouté 2,5 milliards de déficit conjoncturel aux 2,5 milliards de mesures sociales qui ont été prises en faveur des mouvements des Gilets jaunes. Donc ça fait 5. Et vous l'avez dit, ce sera la même chose dans les années suivantes, à telle enseigne que et le chiffre qu'on nous annonce des 47 milliards de déficit cumulé de la COS en 2022, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le président de la Cour des comptes qui nous l'a indiqué la semaine dernière. Donc j'ai tendance à penser que c'est un indicateur fiable. Alors, je ne vois pas comment, avec 47 milliards programmés à minima en 2022, et avec, j'avoue que je ne partage pas non plus votre optimiste à moyen terme sur l'évolution des taux d'intérêt. On voit partout sur les marchés financiers mondiaux que la bulle est en train de grossir. Et si jamais elle éclate, souvenez-vous les dernières crises financières, je pense que la stabilité des taux d'intérêt exceptionnellement bas auxquels vous faites allusion est pas garantie à cette échéance-là. Je suis peut-être pessimiste, mais vous êtes, je pense, un peu trop optimiste. Alors, expliquez-moi comment, à minima 47 milliards en 2022, la CADES pourra remplir son objectif de disparaître en 2024, parce que vous le rappelez, c'est une loi organique qui a fixé cette échéance, et si on veut la proroger, il faudra une nouvelle loi organique, ce qui sera peut-être un peu plus compliqué. D'autant, et j'avais été surpris, j'ai signalé la semaine dernière, que le rapporteur général du PLFSS à l'Assemblée nationale avait dit pas de problème, la CADES amortira dans les délais son déficit, mais on va la proroger pour financer la dépendance. Il l'a dit. Alors j'avoue que tout ça, ça me laisse un petit peu perplexe. J'ai des doutes, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même une autre approche qui serait, enfin, de prendre des mesures structurelles et éviter ces mesures conjoncturelles pour faire face à ces dépenses. Mesures structurelles, on peut en parler. Il y a les problèmes d'arrêt maladie, il y a les problèmes d'AME, il y a les problèmes d'âge de départ à la retraite, on peut en citer pas mal. Et puis il y a aussi devant nous, puisque je reviens au propos qu'a tenu le rapporteur à l'Assemblée nationale, dans un tel contexte, comment envisager, vous, à l'avenir, de financer la dépendance, puisque vous l'avez vous-même dit, à l'horizon 2050, je n'ai plus le chiffre en tête, mais des millions de Français auront plus de 85 ans et seront confrontés à ce problème-là. Voilà, c'est un petit peu vaste ce que je vous dis, mais j'avoue que, pour relayer Jean-Marie Van Lorenberg, je ne partage pas trop votre optimisme. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Au risque de répéter un certain nombre de points, nous ne partageons pas, Monsieur le Sénateur, l'estimation à 47 milliards, puisque nous sommes sur une estimation à 40 milliards d'euros. Je voudrais cependant vous rassurer en tout cas essayer de vous rassurer sur deux points.
D'abord pour dire que nous maintenons l'objectif d'apurement de la dette de la CADES et les conditions dans lesquelles nous apurons cette dette nous permettent aujourd'hui d'avoir 1 an d'avance sur le plan charge de l'apurement, et donc nous envisageons un apurement et une fin de la dette de la CADES avec 1 an d'avance sur la date qui a été prévue. Ce qui en soi est plutôt rassurant et qui serait même de nature à dégager un certain nombre de recettes et de ressources pour l'ACOSS notamment, et financer le reste de la dette de l'ACOSS, puisque la CADES pourrait finir, je dis bien pourrait finir, avec un résultat qui serait positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la gestion de la dette de l'ACOSS aujourd'hui nous paraît tout à fait soutenable. J'ai eu l'occasion de le dire au rapporteur général. Nous considérons qu'il n'y a pas de probabilité de remontée des taux dans les 12 mois qui viennent, et que les conditions que nous connaissons aujourd'hui nous permettent à l'ACOSS de faire face dans de bonnes conditions à la dette telle qu'elle est construite aujourd'hui et telle qu'elle doit la gérer. Une fois que j'ai dit cela, cela ne suffira pas nécessairement à atteindre l'ensemble des objectifs. Et donc nous aurons à veiller d'ici 2023 et 2024 à ce que les différents PLFSS qui seront soumis à l'examen du Parlement comportent suffisamment de mesures de maîtrise ou d'économie pour nous permettre aussi de participer à ce rétablissement des comptes. Et sur la question de la dépendance, parce que je ne voudrais pas oublier cette partie-là, l'objectif est de trouver un financement de la dépendance qui nous permette, de le faire sans augmenter les impôts, puisque ça serait contradictoire avec l'objectif que nous poursuivons de diminution du poids des prélèvements obligatoires. Et donc, nous souhaitons éviter d'avoir à modifier notamment la loi organique qui encadre le fonctionnement de la CADES, l'affectation des ressources qui lui sont propres et l'utilisation qui en est faite pour financer ceci. Cela nécessite de trouver des marges budgétaires d'autres manières, dans d'autres... Vous n'êtes pas d'accord avec votre rapporteur à l'Assemblée nationale? Il peut y avoir des débats, y compris avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, monsieur le sénateur. Merci bien, monsieur Deriot. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Donc, je vais passer maintenant aux questions des rapporteurs. Alors, comme vous le savez, nous avons le rapporteur pour l'assurance maladie. C'est Madame Deroche qui vous adresse ses excuses, mais elle ne peut pas être présente ce soir. Donc, elle m'a confié ces questions, et pour ne pas trahir sa pensée, je vais vous les lire mot à mot. Le récent rapport de l'AMEX sur l'ONDAM a mis en avant les attentes fortes des acteurs du système de soins de disposer d'une meilleure visibilité sur le financement. Comment entendez-vous donc mettre en pratique la préconisation de Jean-Marc Aubert et la demande des fédérations hospitalières d'aller vers une construction pluriannuelle des tarifs hospitaliers? Et quelles seront par ailleurs la méthodologie et le calendrier de remise à plat des tarifs hospitaliers? Sa deuxième question, les acteurs de soins psychiatriques nous ont fait part de leur satisfaction quant à la sortie du financement par dotation annuelle, mais ils demeurent par contre tout de même circonspects à propos de la répartition infrarégionale de la nouvelle dotation populationnelle. Quelles mesures donc envisagez-vous pour assurer la couverture territoriale homogène de ces soins? Et enfin, troisième et dernière question, concernant le secteur du médicament, impacté comme les années précédentes par des mesures de régulation des prix, le PLFSS est-il, selon vous, compatible avec les engagements pris en juillet 2018 lors du 8e Conseil stratégique des industries de santé, notamment pour assurer une croissance du secteur de 0,5 et 3% pour les médicaments innovants? Je vais passer la parole au rapporteur du médico-social, Monsieur Bonne, qui est présent. Oui, merci d'abord Madame la Ministre et Monsieur le Ministre de la présentation. Je vais répéter un peu ce qu'ont dit mes collègues, le rapporteur général et Jean-Noël Cardou, par rapport à l'inquiétude que l'on peut avoir sur le remboursement de la dette sociale. Sur ce remboursement de la dette sociale, effectivement, le président de la Cour des comptes récemment nous a donné des chiffres dont on n'a pas de raison de douter de la véracité du calcul qui avait été fait, qui montrent quand même qu'en 2024, la CADES aura remboursé la dette, mais on aura quand même une dette au niveau de la COS qui sera assez importante. Or, les propositions qui ont été faites par le rapporteur général de l'Assemblée nationale proposent effectivement de prolonger la CADES, qui est impossible aujourd'hui dans le cadre de la loi organique, de prolonger la CADES pour financer la dépendance.
Et cette dépendance, je voudrais en parler un peu plus. On a parlé de la loi sur le grand âge, dont on ne voit pas encore la sortie et la discussion se faire. On a parlé du rapport Libault, qui a eu lieu au mois de mars. Depuis le mois de mars ou avril, on n'a plus entendu parler du tout de l'évolution par rapport à ce rapport Libault, qui faisait des propositions toujours au niveau de la CADES pour éventuellement financer cette dépendance. Et lorsqu'on sait qu'il faut à peu près 10 milliards pour répondre à la demande aujourd'hui de cette dépendance, je ne vois pas comment on peut, comme le dit Monsieur le secrétaire d'État, comment on peut trouver des solutions de financement comme ça, uniquement en faisant des économies à droite ou à gauche. Je pense que la loi sur le grand âge est importante, qu'on ne peut plus attendre, qu'on repousse depuis des années l'obligation qu'on a des solutions qu'on doit apporter au niveau des personnes âgées, dépendantes, qui vont augmenter considérablement jusqu'en 2050, et qu'aujourd'hui, on n'apporte que des solutions transitoires qui ne résolvent en rien les problèmes. Je voudrais aussi rappeler que sur le domicile, on n'en parle pas beaucoup, et les propositions qui sont faites dans le cadre du PLFSS, avec les 50 millions d'euros qui sont donnés pour l'ensemble des départements, ne permettront en aucun cas de répondre à la demande aujourd'hui et aux difficultés qu'ont les personnes qui interviennent à domicile. Les associations sont en très grande difficulté. On sait très bien que les plans d'aide ne sont pas respectés ou pas faits en totalité, et qu'il manque des moyens considérables, et on les estime au bas mot à 250 millions environ aujourd'hui. Je voulais aussi vous demander comment vous comptiez faire par rapport à cette dette sociale, et comment vous comptez organiser ce financement, mais avec des propositions un peu précises qui ont bien quand même dû être discutées au niveau du gouvernement, et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées assez rapidement pour répondre à la demande urgente. Merci. Monsieur le rapporteur de la branche AT-MP, Monsieur Deriot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je vais commencer par vous sortir mon marronnier habituel, puisque ça va être sur le problème du transfert de la branche AT-MP à la Caisse d'assurance maladie, comme tous les ans, puisque au titre de la sous-déclaration des maladies professionnelles. Alors, comme les dernières années, c'est maintenu à 1 milliard de transferts. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on n'a pas pu trouver une solution pour essayer quand même de faire un calcul à peu près significatif de la réalité de cette affaire. Bien sûr, c'est arrêté par une commission qui se réunit et qui donne un chiffre, enfin 2 chiffres, pour faire une fourchette entre 815 millions et 1 milliard 530 millions. Alors on arrête à 1 milliard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai déjà dit, je crois que c'était au doigt mouillé, mais je pense que c'est encore pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les ans la même chose. On a beau dire ce que l'on veut, manifestement, on n'est pas ni entendu, ni même écouté. Mon président reproche souvent que je parle un peu fort, pourtant je l'ai dit et redit, et je le redis. C'est quand même très dommage, car on nous demande comme ça, enfin, on voit de plus en plus que c'est quand même tout simplement pour mettre le résultat global de la Caisse d'assurance maladie en moins grande difficulté qu'elle n'est réellement. Tout ça, c'est une question d'appréciation. Et puis, la deuxième question, effectivement, là, par contre, on se félicite de l'institution d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Par contre, le périmètre des bénéficiaires de ce fonds ne semble pas, en revanche, couvrir les victimes collatérales de l'utilisation de ces produits, qui ne seraient pas des travailleurs agricoles ou leurs ayants droit. Et je dois rappeler quand même qu'on va avoir quand même un environnement qui va être lui-même déjà contaminé, si je puis dire, enfin tout au moins qui a été atteint par le problème des pesticides, car je voudrais rappeler que la plupart du temps, les pesticides sont répandus par pulvérisation, et donc tous les habitants qui sont autour ont certainement chacun reçu leur dose minimale qui pouvait entraîner des maladies collatérales.
Alors pourquoi ne pas avoir retenu le même champ de bénéficiaires que pour le FIVA, en incluant les victimes dites environnementales, justement, qui sont exposées dans leur milieu de vie, bien qu'elles ne soient pas travailleurs agricoles? N'oublions pas qu'il y a une responsabilité de l'État dans l'autorisation de ces pesticides et que l'effet nocif de ces produits dépasse le périmètre des champs dans lesquels ils ont été utilisés. Ceci étant, c'est une très bonne chose d'avoir entendu ce qui avait été déjà dit dans la PPL de notre collègue, de pouvoir créer ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Voilà pour ce qui concerne les ATMP. Je reprendrai peut-être la parole après au nom de René-Paul Savary. J'ai la question, puisqu'il n'est pas là. Oui, mais vas-y de suite alors. Pardon? Ok. Je vais tout de suite. Oui. Eh bien, très bien. Donc, je voulais excuser notre collègue René-Paul Savary qui ne pouvait pas être là ce soir, à propos de la branche assurance vieillesse. Alors, comment expliquez-vous la dégradation spectaculaire de la perspective financière de la branche vieillesse dans ce PLFSS? La non-compensation de certaines exonérations ne peut à elle seule justifier ce dérapage, même si elle renforce optiquement le problème de financement des retraites. Quelle conclusion en tirez-vous? Voilà la question qu'il souhaitait vous poser. Donc nous allons passer maintenant la parole à Mme Doineau, qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui et qui est donc remplacée par Mme Guidez. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. J'interviendrai donc sur la branche famille qui renoue avec les excédents qu'elle n'avait pas connus depuis 10 ans. C'est une bonne chose pour les comptes de la sécurité sociale. Pour autant, les familles seront cette année encore pénalisées par la sous-revalorisation des prestations familiales à 0,3% que vous entendez reconduire en 2020. Le Sénat s'était opposé à cette mesure l'année dernière car elle constitue une perte de pouvoir d'achat pour les familles compte tenu de l'inflation. C'est particulièrement le cas des familles monoparentales que vous entendez soutenir en renforçant les garanties de versement des pensions alimentaires, mais que vous pénalisez par le quasi-gel des prestations. Pour un parent isolé gagnant entre 1 et 2 SMIC par mois avec 2 enfants, cette sous-revalorisation a représenté une perte de 140 € en 2019. Alors que les comptes de la branche permettraient de soutenir davantage les familles, pourquoi reconduire cette sous-revalorisation cette année? Envisagez-vous de le faire jusqu'au terme du quinquennat? Enfin, ma deuxième question, pas moi, celle de Madame Doineau, concerne le projet de loi de finances. Son article 7 prévoit de mettre un terme au 31 décembre 2021 au crédit d'impôt famille pour les employeurs qui financent des places de crèche pour leurs salariés. Il s'agit d'un mauvais signal envoyé aux professionnels de la petite enfance et pour les familles, alors que le développement des modes de garde n'est pas à la hauteur des besoins. Pourriez-vous nous indiquer les raisons de ce choix? Seriez-vous prêt à revenir sur cette disposition? Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre aux questions des rapporteurs. Oui. Alors, pardon. Je vais approcher ça. Je vais d'abord répondre aux questions de Madame De Roche, dont vous m'avez fait part, Monsieur le Président. La première question concerne le secteur du médicament. Je vais les prendre dans l'ordre inverse, mais allons-nous tenir les engagements pris lors du CSIS 2018 par rapport à la régulation par les prix? Donc il est évidemment ce secteur impacté comme les années précédentes par des mesures de régulation des prix. Et nous avons tout de même pris plusieurs mesures. D'abord, nous avons, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, permis un accès plus rapide aux traitements innovants par un élargissement des dispositifs ATU. Donc on a clairement tenu les engagements pris vis-à-vis du CSIS. On a mis un dispositif de régulation plus simple et plus prévisible pour le marché des médicaments à travers le montant M, qui est désormais régulé sur l'ensemble de la dépense, conformément aux souhaits des industriels. Si le PLFSS 2020 intègre évidemment encore des mesures d'économie sur le médicament, il faut préciser que les produits de santé sont le seul secteur où les économies non seulement n'augmentent pas, mais baissent, puisqu'on sera à 920 millions d'économies en 2020 contre 980 en 2019. Le gouvernement a prévu un montant d'économie dans le cadre de l'ONDAM moindre que les années précédentes dans le secteur du médicament. Et donc c'est un signe fort vis-à-vis du secteur et vis-à-vis des engagements du CSIS.
Il est important de ne pas regarder ce chiffre de manière isolée, de le replacer dans la dynamique de dépenses qui s'accélère aujourd'hui, notamment du fait du financement de l'innovation, qui est une bonne nouvelle pour les patients, puisque ça veut dire qu'il y a de nouveaux traitements qui s'adressent à leur pathologie. Et puis, cet engagement pris et tenu, puisque nous avions dit qu'on permettrait au secteur une croissance de son chiffre d'affaires net supérieur à 0,5%. C'est exactement ce chiffre qui est tenu par le montant d'économie que nous proposons. Et nous allons d'ailleurs aller plus loin en modifiant au travers de l'article 4 du projet de loi en écrivant que si le montant M pour l'année 2019, le montant M pour 2019 correspondra à un chiffre d'affaires net de remise supérieur de 1% à celui de l'année 2018. Donc on relève le taux d'évolution prévu de 0,5% à 1% pour le montant M. Et donc tous les engagements du CSIS sont donc tenus entre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et celle pour 2020. Ensuite, concernant le financement de la psychiatrie, nous avons fait d'abord un effort budgétaire sans précédent sur le secteur l'année dernière, 100 millions d'euros en 2019. Cet effort sera reconduit de 100 millions d'euros en 2020. C'était un engagement que j'avais pris devant le secteur. C'est un effort historique vis-à-vis du champ de la psychiatrie de façon à les aider et à sortir de ce sous-investissement chronique qui a mis le secteur dans la situation que nous connaissons. Et donc, Madame Deroche m'interroge sur notre capacité à avoir une dotation territoriale juste. Elle sera faite par les ARS qui connaissent les besoins des territoires, les indicateurs de santé du territoire et qui seront en charge de bien répartir selon les territoires cette dotation globale avec un phénomène de péréquation qui aujourd'hui, nous le savons, est totalement déconnecté de la réalité en cause de cette dotation globale renouvelée, annuelle. Enfin, Madame Deroche m'avait interrogé sur l'ONDAM et notre capacité à avoir une visibilité pluriannuelle. Donc, c'est également un engagement que j'ai pris vis-à-vis des acteurs hospitaliers, des fédérations. Elles ont besoin de cette lisibilité pour construire leur stratégie. Nous sommes en train de discuter avec les acteurs du secteur pour savoir quel est le vecteur le plus adapté. Ça pourra être un amendement via le PLFSS, mais ça peut aussi être un engagement d'un autre type. Donc, les discussions sont en cours, l'engagement sera tenu, mais le vecteur n'est pas encore décidé aujourd'hui. Ensuite, concernant les questions de M. Beaune, sur le financement de la dépendance. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Je rappelle qu'il y a des marges sur la CADES. La CSG CADES sera libre en 2024. En attendant, nous mobilisons dès cette année 500 millions d'euros sur la dépendance dans ce projet de loi. Cela sera évidemment complété par des mesures spécifiques qui apparaîtront dans le projet de loi dépendance, mais je ne peux pas encore aujourd'hui vous dire quels seront les modes de financement qui vont être privilégiés puisqu'ils sont en cours de réflexion au sein du ministère en vue de l'écriture de la loi. Ensuite, vous demandez qu'on favorise ou qu'on priorise sur les acteurs du domicile qui sont en grande difficulté dans les territoires. Je rappelle que nous avons prévu 50 millions d'euros l'année dernière pour les acteurs du domicile, que tout n'a pas été utilisé par les départements. Malheureusement, il y a une sous-exécution de ce budget. Il est reconduit en 2020, donc c'est 50 millions d'euros supplémentaires. Mon engagement, c'est qu'il soit déjà utilisé sur le terrain et donc d'animer ces acteurs de territoire, notamment les départements, pour qu'ils utilisent le plus rapidement possible cette dotation qui a été votée. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que cet argent n'est pas arrivé dans les services d'aide à domicile. Les départements ont lancé des appels à projets, tous ne l'ont pas fait, et donc nous devons, via la CNSA, via les ARS, les mobiliser plus pour qu'ils exécutent un budget qui leur a été alloué. Mais nous le reconduisons. Pardon ?
Et donc, à partir de là, on n'a pas eu le temps de pouvoir tout utiliser. Et le problème, c'est qu'on a dû rendre l'argent. Alors, on ne reprend pas. Non, je ne le reprends pas. L'argent, oui. il est reconduit. Oui, bah, il est reconduit maintenant, alors d'accord. Non, il est reconduit et on rajoute cette année dans le PLFSS 2020 50 millions supplémentaires. D'accord. C'est pas le même. Mais c'est pour ça que le budget n'a pas été complètement utilisé à l'origine par les départements. C'est les délais qui n'ont pas été suffisants. D'accord. Donc c'est tout. Je me permets de redire ça parce que je me souviens. Bah, l'action après, c'est NSA qui décide. Ok. De toute façon, Monsieur Berriot, vous le savez, dans le projet de loi Grand Âge, il y a évidemment une ambition très forte sur le domicile. Le virage domiciliaire est plébiscité par nos concitoyens et évidemment, on l'accompagnera. Bon, là, ce sont ces 2 PLFSS de préparation de la loi Grand Âge. Ensuite, ah non, Monsieur Berriot, c'était Monsieur Beaune à qui je répondais. Excusez-moi, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je me suis tournée vers vous. C'est parce que vous êtes tous les deux des élus de terrain. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Non, Monsieur Berriot, vous m'interrogiez sur... excusez-moi, que je ne fasse pas de bêtises, sur... le transfert vers l'assurance maladie de l'excédent de la branche AT-MP. Donc c'est un montant qui a été fixé à partir d'un rapport présidé par un magistrat de la Cour des comptes et qui comporte des experts, notamment des médecins du travail. L'État a fixé un montant dans la fourchette fixée dans ce rapport, mais en dessous de la médiane. Donc on maintient à 1 milliard d'euros depuis plus de 3 ans et nous continuons à maintenir. Un nouveau rapport est prévu pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, donc il y aura peut-être des évolutions l'année prochaine. Ensuite, pour la question du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires, donc c'est, vous l'avez compris déjà, une avancée majeure. Donc nous devons progresser dans l'indemnisation des victimes de pesticides, on en convient tous, mais nous devons le faire de manière responsable en nous appuyant sur des données scientifiques. Aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est que nous approchons à peu près les pathologies des agriculteurs, c'est-à-dire des personnes les plus exposées aux pesticides et de leurs ayants droit qui ont été exposés et imprégnés, mais nous avons beaucoup moins de connaissances sur les pathologies qui sont issues de l'exposition aux pesticides à moindre dose dans la population générale. Donc c'est très difficile de faire un fonds d'indemnisation pour l'instant plus large, ne connaissant pas les pathologies induites. Nous avons demandé une expertise collective à l'INSERM qui montre qu'il existe une présomption forte entre exposition et pathologie pour les victimes professionnelles uniquement à ce stade. Et c'est ce que révèle aussi le rapport IGAS-IGF qui avait été fait sur les produits phytosanitaires. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous traitons les expositions professionnelles, mais aussi les retraités issus de ces professions, les enfants des travailleurs exposés, les femmes de ces... voilà. Ensuite, Monsieur Savary. Monsieur Savary, qu'allons-nous faire pour la dégradation de la branche vieillesse? Il n'est pas là, évidemment. Voilà, c'est vous qui avez lu la question. Excusez-moi, j'ai ciblé Monsieur Berriot, mais en fait, ce soir, c'est un axe direct, visuel. Donc, Monsieur Berriot pour Monsieur Savary. Bon, nous venons de saisir le corps sur la trajectoire budgétaire de la branche vieillesse, vous le savez. Il vient d'être commandé. Nous avons également pris un engagement d'être à l'équilibre lorsque la refondation du système de retraite rentrera en vigueur en 2025. Donc nous avons évidemment à prendre en compte ce déficit pour ce retour à l'équilibre en 2025. Tout cela fera partie de la loi qui sera présentée par le haut-commissaire aux retraites, y compris les questions de retour à l'équilibre budgétaire. Donc c'est lui qui le traitera dans le projet de loi retraite. Ensuite, Madame Guidez, sur les familles, sur la branche famille et les excédents de la branche famille. Bon, vous le savez, l'ensemble des financements de la sécurité sociale sont fongibles
d'une branche à l'autre. On traite du déficit dans sa globalité. Vous m'interrogez sur la sous-indexation, notamment pour les familles les plus vulnérables. Je rappelle quand même que dans le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le premier que j'ai fait voter, pardonnez-moi, de 2018, il y avait un effort considérable fait en faveur des familles monoparentales, notamment sur une augmentation du complément mode de garde de 30%, une augmentation pour l'aide au soutien de famille de 30% également. Nous avons mis en place un phénomène de tiers payant, en tous les cas d'absence d'avance de frais pour les frais de garde pour des assistantes maternelles. Tout cela était vraiment une politique assumée d'aide des familles monoparentales. Cette année, nous mettons l'accent sur l'ARIPA et le recouvrement des pensions alimentaires qui également participera de l'augmentation de leur pouvoir d'achat, parce qu'on sait qu'une des grandes causes de la paupérisation de ces familles, c'est quand même le non-recouvrement des pensions. Donc elles sont loin d'être oubliées de la politique publique que nous menons, bien au contraire. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour dire, en complément à ce que vient de dire Agnès Buzyn et en réponse à Madame Guidez, que la somme que vous avez évoquée du fait de la revalorisation moins importante que vous souhaiteriez des prestations familiales, vous avez évoqué la somme de 140 €, est aussi, dans les cas d'espèces que vous avez évoqués, avec les niveaux de revenus que vous avez évoqués, à mettre en relation avec l'avantage obtenu par ces mêmes ménages du fait de la revalorisation extrêmement importante de la prime d'activité, puisque vous avez évoqué le cas de gens ayant des salaires entre 1,5 et 2 SMIC, et avec des niveaux de revenus que vous avez rappelés. Et donc je pense qu'à l'année, la différence est très nettement favorable pour ces ménages-là. Je voulais, Monsieur le Président, revenir sur 2 points. Le premier me gêne quelque peu, puisque je ne veux pas ne pas répondre à mon ami et voisin, Bernard Bonne, de la Loire, mais je risque de lui répéter ce que j'ai déjà dit à 2 reprises précédemment, mais je tiens simplement à souligner et à rappeler, parce que je pense que c'est une performance collective à partager, qu'en 2024, la CADES aura apuré la totalité de la dette sociale accumulée entre 1996 et 2024, soit 260 milliards d'euros. Et elle disposera à ce moment-là, dans des conditions que nous connaissons et qui ont été rappelées, notamment du fait de la loi organique qui encadre le fonctionnement de la CADES, d'une recette annuelle de 18 milliards d'euros. Cette recette de 18 milliards d'euros, qui est liée à la fois à la CRDS et à la part spécifique de la CSG affectée à la CADES, ne peut être utilisée autrement, sauf à modifier la loi organique. Ce sera l'objet d'un débat. Cela a été dit tout à l'heure, il y a des propositions qui sont faites, y compris par des parlementaires de la majorité, et cela devra faire l'objet d'un débat, notamment sur la question de l'acceptabilité de l'impôt par nos contribuables. Si c'était tranché en ce sens. Non. Si c'était tranché en ce sens. Parce que si je vais au bout de la démonstration, je vous dirais que le ministère de l'Action et des Comptes Publics et les services du ministère de l'Action et des Comptes Publics favorisent évidemment la recherche de financement alternatif par la réalisation d'économies plutôt que par la prorogation d'un impôt. C'est un débat que nous aurons entre 2022 et 2024, je pense, au rythme de l'extinction de la dette de la CADES et de son apurement, pour voir comment nous pourrons financer. En attendant, Madame la ministre de la Santé et des Solidarités a dit qu'elle mobilisait les moyens nécessaires pour faire face aux premières dépenses, et nous savons nous inscrire dans un temps long. La deuxième chose que je voulais souligner, en réponse notamment à Madame Guidez, qui le disait, je crois, pour Madame Doineau, tient au crédit d'impôt famille. Il y a, et je tiens à vous rassurer sur ce point, un principe qui a été posé par la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, qui est un principe, je crois, de saine gestion, qui consiste à borner dans le temps l'existence des niches fiscales. Toutes les niches fiscales, quelle que soit leur pertinence, quelle que soit leur nature. Borner dans le temps ne signifie pas les supprimer, mais borner dans le temps permet de garantir l'évaluation des niches fiscales, puisque nous savons qu'un certain nombre de niches sont extrêmement anciennes et qu'au fil du temps, leur utilité économique, leur utilité en termes d'intérêt général n'est plus forcément avérée. Le fait de borner l'existence des niches fiscales permet de procéder à cette évaluation. Il se trouve que la Commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement proposant de modifier le bornage, non pas en 2021, mais en 2023, de manière à avoir un peu plus de temps et pouvoir procéder à l'évaluation sur une période un peu plus longue. L'article 7 sera examiné demain par l'Assemblée nationale. D'ici là, le gouvernement, le ministère de l'Action et des Comptes Publics mène un certain nombre de discussions avec les parlementaires de la majorité qui est à l'initiative de cet amendement pour trouver une solution de compromis
voir à quel moment on peut borner la niche. Et le débat demain, à l'occasion du PLF à l'Assemblée nationale, et ici, à l'occasion du PLF, mais je vous ai bien entendu, j'imagine aussi à l'occasion du PLFSS, sera aussi des occasions pour nous de rappeler que borner n'est pas supprimé, mais que c'est vraiment cette garantie, cette volonté d'évaluer à intervalles réguliers l'efficacité des niches fiscales. Merci. Nous allons donc passer maintenant aux questions des collègues. Je vous signale que vous êtes 15 inscrits, en plus de ce qui a déjà été donc posé comme question. Et le premier, c'est donc Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, une partie commentaire et une partie question dans mon propos. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, un certain nombre de points de votre projet peuvent être salués. Vous les avez tout à l'heure indiqués. J'ajouterai la lutte contre les pénuries de médicaments. Bon, je pense ces mesures, qu'elles peuvent s'inspirer en partie d'un rapport sénatorial pour ajouter la contraception pour les mineurs et les mesures d'accompagnement post-cancer. Mais au-delà de ces différents points, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, notre opposition est totale sur 3 points. Je vais aller vite. Le premier point, alors je ne dis pas le déficit, je dis l'affichage du déficit de la sécurité sociale. Vous remettez en cause ce qui est pour nous un principe majeur qui a permis donc à notre sécurité sociale d'être pérennisée et qui devrait permettre de le demeurer. L'État se doit de compenser tous les allègements de cotisations sociales qui se décident. Alors ce n'est pas une mesure technique. C'est un choix politique, d'ailleurs vous l'avez dit, Madame la Ministre, le PLFSS, c'est un choix politique qui rompt avec ce principe d'autonomie et de financement exclusif pour la sécurité sociale et qui, à notre sens, donc, met en danger le modèle fondé sur la solidarité. Le deuxième point, c'est l'hôpital public. Ce sujet a été évoqué dans les premiers échanges à l'Assemblée nationale. Le couplage entre le sous-Ondam à 2,1% et les efforts d'économie demandés à hauteur de 800 millions d'euros marquent à nos yeux le refus de donner à l'hôpital public les moyens d'assurer correctement ses missions. Et comment nier que de la plupart des établissements viennent les mêmes signes, l'épuisement du personnel, la perte de sens. C'est maintenant nouveau l'insécurité des soins, des infirmiers qui n'ont plus les moyens d'accomplir leurs tâches dans le temps imparti et bien sûr les grèves des services d'usagers, des services d'urgence. Troisième point, la revalorisation en 2020 comme en 2019, ça n'a pas été évoqué encore aujourd'hui, à hauteur de 0,3% de toutes les prestations sociales. Alors, à l'exclusion, c'est vrai, et là nous le saluons, des retraites dont la valeur brute est inférieure à 2 000 €, quelques prestations comme l'allocation de solidarité, les prestations à validité et les minima sociaux. Mais ce taux de 0,3%, inférieur donc à l'inflation, va concerner nombre de retraités, va concerner également les familles, puisque les prestations familiales sont dans la revalorisation à 0,3%. Il s'agira donc de perte d'achat pour des familles qui ne sont pas parmi les familles les plus aisées de notre pays. Alors, 3 ou 4 questions, ça va aller vite. La première, la réforme du ticket modérateur est donc envisagée à l'article 26. Alors, je pensais, moi, Madame la Ministre, je pense comme beaucoup, que les frais d'hospitalisation étaient ceux qui étaient les mieux remboursés, puisque les mieux couverts par l'assurance sociale. Or, il semble qu'une étude qui a été réalisée indique des restes à charge très élevés à l'hôpital pour les personnes les plus âgées et les plus précaires. Alors, vous régularisez, me semble-t-il, un système qui n'était que provisoire dans les hôpitaux sans le remettre vraiment en cause. Quel est votre regard sur ce sujet du reste à charge à l'hôpital ? Deuxième sujet également sur l'hôpital, c'est l'article 42, donc le CAQES. Vous faites intervenir la notion de pertinence sur les actes. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le contenu donc, de ce mot pertinence ? Alors, 2 questions très vite sur les médicaments. Les biosimilaires. Alors, les biosimilaires, nous sommes passés d'une décision législative de substitution qui n'a jamais été traduite en décret à une mesure d'interchangeabilité. Les biosimilaires sont un moyen d'économie
pour l'assurance maladie. Comment envisagez-vous donc d'assurer leur développement et leur promotion? Et puis, une dernière question, alors très technique, je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre sur les médias. Vous avez parlé tout à l'heure de la clause de sauvegarde, et il apparaîtrait dans les dispositions qui sont mises en place, donc le retour de ce qu'on appelle le rebasage pour l'année 2020. Et il semblerait que si ce rebasage entre en application en 2020, alors qu'il n'existait pas en 2019, il y aurait là, en fait, une augmentation, mais tout à fait factice des chiffres d'affaires, donc des laboratoires qui fournissent les médicaments. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Vous me permettrez sans doute de prendre un cas concret pour illustrer les conséquences de vos décisions. Moi, je suis élue en Lot-et-Garonne et en septembre, nous apprenons que le dafalgan codéiné pourrait devenir un médicament générique. Et puis en octobre, nous apprenons que la vente de l'Efferalgan et du Doliprane pourrait ne plus être en vente libre. La semaine dernière, vous annoncez un plan de baisse de 920 millions d'euros du prix des médicaments dans le cadre de ce PLFSS. Le cumul de ces décisions présente pour l'UPSA, c'est donc l'industrie pharmaceutique qui est en Lot-et-Garonne, un risque systémique, et plus particulièrement en termes d'emploi, puisque ce sont 5 000 emplois directs et indirects qui sont concernés. Je rappelle que ce groupe vient d'être racheté par un groupe japonais qui se donne 6 mois pour mesurer les capacités économiques et industrielles et les conséquences que ça va pouvoir induire. Moi, je voudrais savoir si vous avez vraiment évalué l'impact de ces décisions qui auront vraiment un effet catastrophique sur l'emploi. Et je voudrais savoir quels sont l'état de vos contacts avec l'industrie pharmaceutique dans le cadre de ces mesures que vous avez annoncées. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je vais me permettre de parler à deux voix. Et la première est celle de notre collègue Philippe Mouillet, qui n'a pas pu être présent et qui m'a chargé de poser une question. Et je vais faire comme le Président, pour ne pas trahir sa pensée, je vais la lire à mot à mot. Donc le PLFSS prévoit des modifications du régime de l'invalidité, compte tenu des liens entre l'invalidité et le handicap et des articulations entre pension d'invalidité, allocation supplémentaire d'invalidité et allocation aux adultes handicapés. Que pensez-vous de la suggestion de la Cour des comptes d'inclure la question des pensions d'invalidité et de leur évaluation et de leur évolution, dans la réflexion engagée par le gouvernement sur l'unification des minima sociaux? Deuxième question, les évolutions proposées par l'ASI ont-elles pour objectif de préparer une fusion avec l'AAH? Et dernière question, ces rapprochements sont-ils un sujet pris en compte dans la concertation en cours sur le revenu universel d'activité? Des questions plus personnelles, j'en avais 3, il n'y en a plus qu'une, puisque 2 ont déjà été posées, donc je résume ceci en une question. La Cour des comptes a évoqué les niches sociales qui seraient au nombre de 90. Elle a fait la proposition suivante, d'en clarifier le périmètre, de les rationaliser. Donc une question, est-ce que vous avez des intentions en matière de niche sociale, soit en termes de réforme, soit en termes de meilleure évaluation de celle-ci? Merci bien. Je vous laisse répondre. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer par répondre à Monsieur Daudigny, d'abord sur l'hôpital public, parce que évidemment, je pense que nous sommes tous conscients des difficultés et de l'accumulation, quelque part, de sous-investissement depuis très longtemps dans l'hôpital public qui a entraîné cette désespérance que nous connaissons. Je rappelle que ce gouvernement, et vous l'avez voté l'année dernière, a augmenté pour la première fois le budget de l'hôpital public, les tarifs hospitaliers, depuis 10 ans. Donc nous avons inversé la tendance par rapport au budget hospitalier des 10 dernières années. Et j'ai pris un engagement cette année de faire aussi bien, au moins aussi bien, en termes de tarifs hospitaliers, donc de budget pour l'hôpital public. J'ai également annoncé des mesures spécifiques pour les urgences.
à hauteur de 750 millions d'euros en 3 ans, dont 80% seront affectés à des ressources de personnel, donc à des postes à la fois pour les lits d'aval, pour décharger les services, à la fois pour la gestion des lits dans les hôpitaux, car on sait que c'est un service qui est très utile pour éviter les attentes sur les brancards, et à la fois pour faire fonctionner le service d'accès aux soins, le SAS, qui sera mis en amont de l'entrée des urgences pour mieux orienter les patients. Donc c'est un budget qui est essentiellement dédié aux ressources humaines. L'hôpital public, vous l'avez compris, c'est notre priorité. Nous avons, en 2018, j'ai oublié de le dire, pour la première fois, fait un dégel total des budgets mis en réserve. Donc, depuis 2 ans, nous agissons vraiment, budgétairement, financièrement pour l'hôpital. Donc je me suis aussi engagée sur la pluriannualité, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup de signaux positifs pour accompagner les personnels. Et j'ai ouvert une réflexion sur la revalorisation des débuts de carrière, notamment pour les personnels paramédicaux, de façon à améliorer l'attractivité de nos hôpitaux publics par rapport à d'autres secteurs. En ce qui concerne la réforme du ticket modérateur à l'hôpital, je rappelle ce ticket modérateur est couvert par la nouvelle complémentaire santé que nous mettons en place, la complémentaire santé solidaire, qui sera lancée le 1er novembre. C'est une mesure que vous aviez votée l'année dernière, qui devrait couvrir entre 9 millions et 12 millions de nos concitoyens, et qui est une complémentaire santé à moins de 1 € par jour pour les plus aisés et les plus âgés, qui englobe l'ancienne CMU-C et l'aide à la complémentaire santé, et qui élargit le panier de soins de l'aide à la complémentaire santé. Donc nous avons bien la volonté d'aider nos concitoyens qui sont aujourd'hui en difficulté pour avoir une complémentaire santé, et donc d'avoir cette couverture du ticket modérateur. Donc ça devrait participer à réduire le reste à charge, notamment pour tous ceux qui renonçaient à avoir une complémentaire santé. Et nous avons le bon espoir d'avoir un meilleur taux de recours que les précédentes mesures, enfin que l'ACS, et que plus de Français soient couverts par une complémentaire. Donc cette réforme du ticket modérateur, elle vise à garantir les recettes des hôpitaux. C'est vraiment ça l'objet. Tout en apportant des mesures qui permettront aux Français de ne pas avoir de reste à charge. Sur le CAQES, vous m'avez posé la question de ce que pourraient être des indicateurs de pertinence dans les contrats qualité. Aujourd'hui, les contrats qualité sont très liés à des indicateurs de processus, prennent insuffisamment en compte la qualité des pratiques professionnelles, notamment en termes de pertinence des actes délivrés. Donc nous avons saisi la Haute Autorité de Santé pour nous fournir des indicateurs de pertinence, mais on peut par exemple imaginer, je ne sais pas si ça y figurera, mais qu'un indicateur pourrait être le nombre de patients opérés de plus de 70 ans pour une fracture du col du fémur dans les 48 heures. Nous savons que c'est un indicateur de qualité très important pour la survie des gens et le maintien de l'autonomie. Voilà un indicateur de qualité et de pertinence des pratiques. Je ne sais pas si ça sera celui-là retenu, mais vraiment nous tenons à ce que les professionnels s'engagent dans la pertinence. Ensuite, pour le rebasage de la clause de sauvegarde, il s'agit de passer d'un suivi en taux d'évolution plutôt qu'en montant pour simplifier le suivi d'une année sur l'autre. Vous m'avez posé la question également du pouvoir d'achat lié à la moindre valorisation des prestations familiales. Vous avez raison sur le plan monétaire pour ces familles, mais de la même façon, il faut voir une politique de pouvoir d'achat dans sa globalité. Il y aura une moindre revalorisation de certaines prestations, mais en regard de ça, nous avons la prime d'activité qui touche 3 millions de personnes supplémentaires cette année, qui a été augmentée en moyenne, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais de 80 €, il me semble, par... Combien ? Oui, 90 € au niveau du SMIC, mais en moyenne sur la totalité des gens qui la reçoivent, j'ai oublié le chiffre exact. Mais donc il y a une revalorisation de la prime d'activité par mois. Il y a, je viens de le dire, la complémentaire santé solidaire qui va permettre à
9 à 12 millions de Français les plus précaires d'être couverts à moins de 30 € par mois par une complémentaire santé de qualité. Donc il faut qu'on ait une vision globale du pouvoir d'achat, et sur les familles, notamment les familles monoparentales, nous avons d'ores et déjà fait un certain nombre de mesures qui vont être complétées par le recouvrement des pensions. Sur les biosimilaires, vous le savez, ces médicaments sont utiles pour mieux sécuriser la disponibilité de certaines classes de médicaments et pour dégager des marges financières par la mise en concurrence qui va contribuer à l'amélioration de la prise en charge de l'innovation. Donc, le PLFSS complète les outils existants pour accompagner le développement de biosimilaires en encourageant les établissements de santé à acheter ces médicaments de façon à renforcer l'efficience des prescriptions. Et nous pensons aujourd'hui que sur les biosimilaires, il y a une marge de progrès notable dans leur consommation par les établissements de santé et que cela permettrait des gains justement considérables pour nos hôpitaux publics que d'aller vers plus d'usage des biosimilaires dont on a montré maintenant qu'ils sont totalement équivalents évidemment aux produits de référence. Madame Bonfanti-Dossat, vous m'interrogez sur l'impact des décisions qui sont prises en termes de sécurité sanitaire sur un industriel de votre territoire. C'est ça que je comprends. Ça n'est pas vraiment lié au PLFSS. Ah mais... Oui, alors c'est l'idée de l'efferalgan-codéiné, de Doliprane, enfin de paracétamol, excusez-moi, n'est pas de faire des économies, mais l'idée c'est de mieux réguler leur usage, car on sait que ces médicaments entraînent des hépatites fulminantes et des morts chaque année. C'est maintenant une des premières causes de décès par hépatite dans notre pays, en raison de surdosage, parce que les gens l'achètent devant le comptoir sans conseil pharmaceutique. Et notre idée, c'est de le mettre non pas devant le comptoir, mais avec un conseil pharmaceutique. Ça ne devrait pas réduire la consommation ni mettre l'industriel en péril. Ça n'est pas une régulation par le prix. Donc voilà. Ça n'est pas une question d'argent là. On ne bouge pas le prix du médicament. On le vend avec un conseil pharmaceutique de façon à éviter les surdosages et les morts. D'accord. Ça n'est pas du tout une régulation par le prix. Quelques mots pour compléter les propos d'Agnès Buzyn en réponse notamment à Yves de Digny sur les points d'opposition. Il y a la question des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Je le disais tout à l'heure au rapporteur général, il y a un point de désaccord qui avait été abordé lors du PLFSS 2019 et le programme de stabilité présenté au Parlement au printemps avait indiqué dans le programme de stabilité que le PLFSS 2020 serait l'occasion de régulariser le financement par la sécurité sociale d'un certain nombre de mesures d'urgence économique et sociale que vous avez rappelées, notamment sur les heures supplémentaires à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Ce que je voudrais souligner, c'est que l'État, d'une part, n'a pas fait financer l'intégralité des mesures d'urgence économique et sociale par la sécurité sociale, puisque je le disais tout à l'heure, 14 des 17 milliards d'euros que représentent ces mesures d'urgence sont financés par l'État, avec notamment la hausse de la prime d'activité, la révision de la trajectoire de la fiscalité énergétique ou encore la baisse massive de l'impôt sur le revenu qui relève du PLF. Nous revenons en 2020 à un déficit de 5,1 milliards, comparable à celui de 2017, proche de l'équilibre, avec l'objectif d'arriver à l'équilibre en 2023, je l'ai dit. Par contre, là où j'ai, pour le coup, moi, un point de désaccord avec les propos que vous avez tenus, monsieur le sénateur, c'est lorsque vous dites que c'est la rupture d'un contrat ou la rupture d'une pratique. En réalité, la non-compensation de mesures décidées par l'État et mises en œuvre par la sécurité sociale ne date pas ni du PLFSS 2019, ni du PLFSS 2020. Si nous remontons jusqu'en 2011, nous avons par exemple en 2011 la prime versée aux salariés en contrepartie du versement de dividendes. En 2013, nous avons l'exonération de cotisation minimale maladie pour les travailleurs indépendants pour 900 millions d'euros malgré tout. Nous avons aussi en 2014 la réforme de l'exonération des apprentis. Et les exemples de rupture sont légion. Peut-être que vous pouvez les condamner, mais en tout cas, nous ne pourrons pas parler de rupture avec cette pratique, mais simplement de confirmation d'un certain nombre de décisions qui avaient été prises auparavant. Sur la question des niches sociales, qui a été abordée par Madame Puissat. Le rapport de la Cour des comptes nous pose une difficulté méthodologique, mais sur laquelle nous pouvons rapidement nous mettre d'accord.
Le rapport de la Cour des comptes évalue le montant des niches sociales à plus de 90 milliards d'euros, alors que l'annexe J du PLFSS propose le chiffre de 66 milliards d'euros. La différence entre 66 et 90 milliards d'euros, qui est quand même massive, s'explique d'une manière très simple. La Cour des comptes considère que les taux réduits de CSG à 3,8 et 6,6% sont des niches sociales, ce qui n'est pas notre lecture des choses. Pour ce qui concerne la rationalisation, il y a 3 pistes que je veux évoquer devant vous. La première piste, c'est celle de l'évaluation. L'annexe 5 que je viens de citer s'est considérablement enrichie au cours des derniers PLFSS et peut nous permettre de mettre en place des mesures d'évaluation, y compris voir si on peut répliquer le dispositif de bornage que nous avons mis en place pour les niches fiscales que j'évoquais tout à l'heure en réponse à Madame Guidez. Ça peut être une piste pour avoir un outil méthodologique. La deuxième chose, c'est que ce travail d'évaluation doit se poursuivre dans tous les champs et nous sommes extrêmement ouverts aux propositions de parlementaires en matière de rationalisation de ces niches sociales dès lors que celles-ci n'auraient pas d'utilité par rapport à leur coût. Et enfin, la troisième chose, c'est que par arrêté, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par arrêté, la déduction forfaitaire spécifique va être revue avec une date d'application au 1er janvier 2020. En application du PLFSS 2018, nous avons conduit la concertation idoine au printemps. C'est une économie de 420 millions d'euros qui sera ainsi réalisée en plafonnant l'avantage comparatif dont bénéficient les entreprises éligibles à la DFS par rapport aux entreprises qui ne seraient éligibles qu'aux allègements généraux qui ont été renforcés dans le cadre du PLFSS 2018. C'est une niche sociale d'un montant total d'1,6 milliard. La mesure que j'évoque représente 420 millions d'euros. Peut-être sur l'invalidité, Madame Puissat. Donc l'allocation supplémentaire d'invalidité est un minimum social destiné aux invalides dont le montant a progressivement décroché par rapport au montant de l'AH. Et donc le PLFSS propose une revalorisation exceptionnelle de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour qu'il atteigne 750 € par mois. Et le sujet évidemment de l'allocation supplémentaire d'invalidité est intégré dans les réflexions actuelles sur le RUA au même titre que l'AH. Voilà pour cette audition. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. On revient notamment sur cette audition dans l'article de François Vignal. Vous allez le voir, trou de la Sécu, les sénateurs ne partagent pas l'optimisme du gouvernement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.